Aujourd'hui, nous accueillons Catherine Dolto. Ça commence bien. C'est pas grave. François Beltman, pardon. Oui. J'ai pas compris, il y a eu un pataquès, ça je t'ai annoncé le jeudi en Suisse. Oui. Mister de guerre. Donc Catherine est médecin généraliste, psychothérapeute. Donc ça traite de la science de l'affectivité et elle a été formée par Franz Beltman qui était le fondateur de l'autonomie. Voilà. Elle est également écrivain et notamment elle dirige une collection de livres pour enfants. J'écris. Et écrit pour cette collection. Qui s'appelle Mine de rien, chez Gallimard. Elle fait également du théâtre et elle utilise l'art de la conférence avec Emma Laclaude. Et elle se sert de l'humour et de la tendresse comme des outils pédagogiques. Donc aujourd'hui, elle est également là parce que, évidemment, elle avait des liens qui étaient très, très privilégiés avec mon père. Ils étaient très proches et d'une grande fraternité. Et c'est pour ça que nous la recevons également aujourd'hui, pour qu'elle nous raconte et qu'elle nous retrace certains souvenirs qu'elle a eus avec lui. Donc ensuite, elle nous fera un exposé sur la vie affective et l'agressivité. Hein? Ça, c'est Internet. Bon, ça marche? Oui. Je suis obligée de me mettre debout parce que je suis tellement petite que s'il faut parler assis, je ne verrai pas. Alors, c'est toujours très émouvant pour moi de venir ici, ou avant c'était à Beach, dans la mesure où effectivement tu as parlé de lien de fraternité, et je peux dire que j'ai eu 3 frères, 2 frères de sang, et un frère de cœur qui était Maëch. Moi je ne dis pas Ashli Maëch parce que c'était mon grand frère. Alors peut-être pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je peux en dire un mot. Mes parents faisaient partie d'un groupe de gens absolument formidables, où il y avait Roger Godel, où il y avait ceux qui enseignaient le sanskrit. Hein? Non, pas les Renaud de ça et Renaud. Toute cette bande-là était autour de l'ashram de Grèce où il y avait ce merveilleux Swami Siddhartha. Moi, j'ai des grands. Ma première émotion esthétique, c'était à l'ashram de Grèce devant un bouquet de genêts. J'étais en extase, il a fallu venir me tirer de là. Et donc, autour de ça, mais pas à l'ashram, parce que sinon ça n'aurait pas pu se passer comme ça, mes parents voient ce jeune homme, parce qu'à l'époque il devait avoir 20 ans, quand est-ce qu'il est arrivé en France? Il était 47, il avait 17 ans. Et il voit ce beau jeune homme devant le buffet, ne mangeant rien. Et alors ils lui disent, mais pourquoi est-ce que vous ne mangez pas? Il dit, parce qu'il n'y a rien pour moi ici. Qu'est-ce qui serait bien pour vous? Du riz, par exemple. Il dit, alors ce soir, venez à la maison, on vous fera du riz. Et ils l'ont ramené à la maison, et ils ont dit, voilà, vous avez un nouveau frère. Et ça s'est passé comme ça. Moi, j'avais 1 an. Et Maëch était très, très proche de nous. Alors, il y avait des moments où il habitait complètement là. Après, il a été en Suisse. Enfin, pendant 10 ans, il a été très, très proche de nous. Et il se trouve, la vie a fait que les transmissions, tu parlais de transmission, c'est tellement important, se font pas toujours uniquement par voie sanguine, heureusement, et qu'en fait, Maëch est le vrai fils spirituel de Françoise et Boris Dolto. Parce que dans le fond, c'est lui qui a le plus incarné à sa façon tout ce qui les touchait, tout ce qui les mobilisait. Et évidemment, entre autres, la spiritualité. Parce que Françoise Dolto, sur sa table de nuit, elle avait beaucoup Ramakrishna. Et il y a eu des événements très importants. Alors, il y a des anecdotes très drôles, par exemple, le fait que quand mon frère Carlos sortait tard le soir, alors il attachait une ficelle à la cheville de Maëch. Et quand il rentrait très tard, tous les deux, ils mettaient la ficelle sur le palier, et quand ils tiraient sur la ficelle, et Maëch se levait pour venir lui ouvrir la porte discrètement. Des choses comme ça.
des choses. Alors il y avait des séances de yoga dans notre maison d'Antibes, il y avait plein de choses comme ça. Je regrette, j'ai pas amené de photos, mais après tout, la parole c'est peut-être aussi bien que la photo. Et une prochaine fois, je pourrais en apporter, je pourrais faire une série d'images. Et puis il y a eu, par exemple, sa façon de m'apprendre à nager, qui a été de me balancer à la flotte. Voilà. Et ça a été très efficace. Je nage toujours. Mais une grande. C'est important un grand frère pour une petite fille. Très 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 important. Surtout que lui, n'ayant pas eu de famille, je pense que pour lui, il nous a vraiment adoptés comme une famille. Je crois qu'il a eu plusieurs parents adoptifs, dont mes parents, pas seulement mes parents. Et que nous, on était vraiment ses petits frères et sœurs. Et je pense que c'était très important pour lui. Et dans le fond, mes deux frères à moi, ils étaient un peu jaloux, parce que j'étais la petite dernière. Donc lui, il n'était pas jaloux du tout. Et du coup, il était extrêmement bienveillant, à part le balançage à la flotte. Et l'autre chose qu'il a fait très importante pour moi, et c'est lui qui me l'a rappelé parce que je l'avais complètement oublié, un jour, quand j'ai eu 18 ans, par là, il m'a convoqué, c'était ça quelquefois, Maëcha, convoqué. Il m'a convoqué à déjeuner et il me dit voilà, tu sais bien qu'il faut qu'un des enfants de papy et mamie soit médecin. Bon. Et donc moi, je suis partie sur autre chose. Carlos, tu vois, Grégoire, non. Donc ça peut être que toi. Et moi, à l'époque, j'étais à l'école de théâtre. Donc c'était impensable que je fasse médecine. J'avais fait mon bac philo sans maths du tout. Je lui ai ri au nez en disant mais c'est pas sérieux quoi. Et puis j'ai oublié. Et puis quelques années après, j'ai fait médecine. Et j'avais oublié ce déjeuner et c'est lui qui me l'a rappelé. Donc je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup. Il y a tout ça, tous ces événements. Puis il y a quelque chose qui est tissé comme ça dans les souvenirs, qui est inracontable, mais qui est très important. Donc ça a été quelqu'un de très très important pour moi. Et je suis très sensible au fait que son œuvre continue, pas seulement parce que c'était lui, mais parce que je pense que ce qu'il a mis en place est très beau, et qu'aussi, à travers lui, c'est toute cette bande d'aventuriers de l'esprit et du cœur qui ont travaillé ensemble, qui sont honorés. Et ça a été des gens formidables. Alors, je vais rentrer dans mon sujet. C'est un peu provocateur de parler d'agressivité et de vie affective, mais c'est pas inintéressant. Alors, je pense qu'il y en a parmi vous qui m'ont jamais entendu encore ici. Oui, il y en a. Oui, donc je vais dire un mot quand même de d'où je parle. Donc je suis médecin, comme Ira a dit. En fait, j'ai fait une formation de pédiatrie assez poussée. Et puis juste avant de passer le dernier concours, j'ai compris que je ne voulais pas être pédiatre, parce que j'avais beaucoup travaillé comme pédiatre à l'hôpital et que en ville, on faisait de la médecine générale pour payer notre spécialité et je ne voulais pas renoncer à soigner des grandes personnes parce que ça me passionnait trop d'avoir une vision sur la trajectoire de vie. Donc je ne suis pas allée passer ce dernier concours et je m'en suis félicitée toujours depuis. Car grâce à ça, j'ai rencontré l'aptonomie qui se définit comme science de l'affectivité. J'ai toujours été fascinée par la question de la trajectoire de vie. Comment ça s'enracine, comment ça se développe, comment les événements font écho tout au long de la vie. Et j'étais aussi très particulièrement sensible à la continuité prénatale, postnatale. Mais je ne savais pas pourquoi. J'ai mis 35 ans à le savoir. C'est parce que j'avais failli mourir à ma naissance et que l'obstétricien, très intelligemment, ne l'avait pas dit à mes parents. Et donc, c'était à la campagne, en 1946, en Bretagne. Il n'y avait pas de SAMU, il n'y avait pas de césarienne possible. Et comme il a vu que mes parents, tous médecins qu'ils étaient, ne connaissaient rien à l'obstétrique, il s'est dit, je ne vais pas leur dire la gravité de la situation, ça va être plus simple pour moi. Et il avait raison. Mais il n'a pas pensé à m'en parler à moi et à en parler à eux. Donc, il m'a sauvé la vie, mais moi, je me suis retrouvée sur Terre en ayant vécu quelque chose d'extrêmement effrayant, avec des parents qui disaient simplement « oui, tu étais un peu coincé, tu as décoincé », c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout conscients
de l'épreuve que moi, comme sujet, j'avais traversée. Et je suis partie dans la vie avec ce malentendu que j'ai essayé de résoudre en refusant absolument à l'occasion d'une toxicose de m'alimenter quand j'avais 15 jours, jusqu'à ce que ma mère comprenne ce que je voulais et que elle dit, elle veut retrouver son premier lait parce qu'elle ne pouvait pas allaiter. Et le médecin a dit, madame, vous allez la tuer, c'est ce lait qui l'a rendue malade. Elle a dit non, c'est une question de coupage. Je refusais tout, hein. J'étais pas perfusée, ça n'existait pas, mais on faisait des piqûres de sérum de Quinton. Et elle m'a pris dans ses bras, elle m'a dit, Catherine, si tu ne bois pas, on va être séparés. Ça, c'est pas possible. Donc voilà un biberon de lait, voilà un biberon d'eau. Fais ton coupage. Et j'ai rebu. Ça veut dire pour moi, après, quand j'ai compris l'histoire, que j'ai voulu voir si je la retrouvais, parce que prénatalement, elle était une très bonne mère. Ça, j'en suis sûre. Et là, je me fais l'Annapurna par la face nord en Espadrille, on m'accueille comme si de rien n'était. Donc ça faisait une solution, une rupture de continuité dans la confiance. Et en allant si gravement refuser de m'alimenter, je lui ai donné rendez-vous, je lui ai dit là, tu vas me comprendre. Et elle m'a compris. Et j'ai avancé dans la vie avec dans mon roman familial, l'histoire d'une naissance radieuse. Parce que c'est le troisième enfant, tout le monde rigolait, il y avait un papillon bleu sur sa main, et quand il y avait une contraction, on arrête de rigoler. Bon. Donc, accouchement très drôle, très sympathique, très joyeux. Et moi, j'avais des rêves épouvantables, où j'étais enfermée au 36e dessous, 36e cave, 25e grenier. On m'avait enfermée sans faire exprès, donc personne ne savait que j'étais en danger. Et c'était ça l'angoisse. C'était la non-compréhension des grandes personnes. Et puis 2-3 fois, j'ai été réveillée par mes cris, je cherchais à 4 pattes une issue. Et j'ai fait 2 longues tranches de psychanalyse. Et je butais sur ça parce que j'avais un accouchement, j'avais une naissance formidable. Jusqu'au jour où j'ai fait de l'aptonomie, de l'aptopsychothérapie pour moi, hein, et où je suis tombée à la 3e séance sur cette histoire de naissance. Et tous ces rêves et toutes ces angoisses de nuit, c'était des résurgences de ce moment-là, qui étaient dans des mémoires non conscientes. Et je vous dirai tout à l'heure, à mon avis, où elles étaient. Et donc, de cette séance-là, je n'ai plus jamais eu ces rêves-là, ni ces histoires, etc. Je vous dis ça parce que, pour vous expliquer pourquoi j'étais obsédée par la trajectoire et pour le prénatal, postnatal, mais j'ai mis très longtemps à le comprendre. Donc, l'aptonomie, science de l'affectivité, tout simplement, c'est que M. Veltman, qui est un Néerlandais, qui est mort en 2010, a compris que dans l'appareil psychique, dans son ensemble, on pouvait rassembler en un tout ce qui a trait aux émotions, aux affects, aux perceptions, aux sensations et bien sûr aux sentiments. Et ce tout, il l'a nommé l'affectif, et il a compris ses lois de fonctionnement. C'est-à-dire que dès qu'il y a une approche affective, ce qui est mis en mouvement, ce sont certaines zones du cerveau, le cerveau émotionnel, l'amygdale, le système limbique, l'hippocampe, et il y a des voies de conduction, des fibres gamma, qui conduisent l'influx nerveux quand la gâchette d'entrée, si j'ose dire, est affective. Ça veut dire qu'une approche affective change le tonus partout, dans chaque fibre musculaire. Or, comme vous savez tous ici, je pense, autour de chaque vaisseau sanguin, de vos méninges à vos petits orteils, il y a des fibres musculaires. Donc, quand il y a une approche affective, il y a un changement de tonus partout et immédiat, qui donne un sentiment de complétude, de sécurité, etc., et qui a des effets très importants. Donc, il a dégagé la phénoménalité de cette approche affective, c'est-à-dire comment elle modifie le tonus, le souffle, les sécrétions hormonales, etc., et comment ça se travaille de manière très précise. Parce qu'on prend en contact avec les gens, mais le contact, ça s'apprend. Vous savez que maintenant, le toucher est à la mode, donc tout le monde pense que si on pose la main sur quelqu'un d'autre, on lui fait forcément du bien. Eh bien non, pas du tout. Le toucher, quand il est de mauvaise qualité, il peut faire beaucoup de mal, il peut être morcelant, il peut être écrasant. Donc il y a tout un travail très très précis sur non pas le toucher,
dont nous ne parlons jamais, mais le contact tactile, pour bien signifier que quand on rentre en contact avec un humain, on ne peut pas échapper à la réciprocité de ce contact. On ne peut pas toucher quelqu'un sans qu'il vous touche. Et ça, c'est compliqué pour les soignants. La médecine a cru avoir la bonne idée d'inventer le toucher objectivant, mais quand on touche quelqu'un de manière objectivante, eh bien, il se comporte et il se vit comme un objet. Et l'examen clinique en est complètement modifié. Donc, à travers l'aptonomie, on peut remanier complètement la pratique les pratiques d'éducation, la pédagogie, le soin, au sens le plus large du terme. On peut faire de la médecine générale avec cette grille de décodage aptonomique. On enseigne aussi à des professeurs, on peut faire de la puériculture, on peut faire de la kinésithérapie, de l'ostéopathie, etc. Et on peut faire aussi de la psychothérapie, je vais y revenir dans un instant. Et il y a tout un travail qui est le plus connu actuellement, qui est le travail d'accompagnement des parents et des enfants pendant la grossesse et jusqu'à la marche acquise, avec dedans une authentique préparation à l'accouchement. Donc, mon travail quotidien, c'est les deux, c'est l'accompagnement des grossesses. Alors, comme je n'ai pas énormément de temps, je me retrouve avec beaucoup des grossesses pathologiques. Et puis des suivis d'enfants qui vont bien, et les enfants qu'on a accompagnés, souvent ils vont bien, parce que ça modifie le développement de l'enfant. Et puis, en tant qu'apto-psychothérapeute, j'ai des patients, adultes, adolescents, enfants, personnes âgées, etc. Et tu as dit, Mira, que j'avais été formée par Françoise, par Boris, par Maëlle. Enfin, par Maëlle, je crois que tu n'as pas parlé de Boris. Non. Et Boris Dolto, Boris Ivanovitch Dolto, qui était mon père, qui était un grand rhumatologue, un grand médecin, tout simplement, très, très, très original, avec qui Maëlle a beaucoup travaillé. Il avait un lien de cœur avec mamie Françoise, mais il avait un lien de travail très intense avec les deux et beaucoup avec Boris. Donc, d'une certaine façon, moi j'étais un peu obligée de tomber dans l'aptonomie, puisque avec l'aptonomie, je peux faire la synthèse de ce que j'ai reçu de Boris et Françoise, mais aussi, sans doute, aussi de ce que Maëlle m'a apporté. Et ça, c'est une grande chance pour un enfant de pouvoir tracer son propre chemin, mais en utilisant tout ce qu'il a reçu des autres. C'est vraiment une chance de transmission extraordinaire. Alors, cette pratique, c'est une grande chance d'avoir des patients de tous âges, parce que justement, et surtout aussi des enfants qu'on a connus prénatalement. Moi, j'ai pas mal de grossesses où j'accompagne la grossesse de femmes que j'ai connues in utero. Ou bien le père que j'ai connu in utero. Donc ça donne une vision de la continuité et de la trajectoire qui est très concrète. Dans le fond, par rapport à la psychanalyse, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec ma mère, donc en vérité, ma formation elle est au confluent de l'aptonomie et de la psychanalyse, avec de la pédiatrie en dessous. Et je travaille sur cette ligne de crête-là, qui est un travail qui permet d'aller travailler le matériel qu'on appelle archaïque, c'est-à-dire des choses très anciennes dans la vie, des choses qui sont pré-langagières, qui sont en delà et en deçà du langage. Et en même temps, l'aptonomie n'est pas une pratique corporelle, puisque si on comprend bien l'affectif, on comprend qu'il est un filtre qui, sans arrêt, va choisir dans les milliers de perceptions que nous recevons de l'intérieur et de l'extérieur, celle qu'il va laisser monter à la conscience. Parce que sinon, si on ne faisait pas le tri, on serait obsédé par nos chaussettes, nos boucles d'oreilles, etc. On serait persécuté par les perceptions. Donc c'est ce tri que l'affectif opère et qui est très dépendant de l'histoire de chacun. C'est ça qui est tellement intéressant, et c'est aussi pour ça qu'en dehors d'apporter une vision très spécifique sur le travail archaïque, qui est difficile à travailler en analyse, je vais en dire un mot, ça permet aussi de revisiter complètement le grand tiroir de la psychosomatique.
les choses très archaïques, elles sont pré-langagières et elles sont très sensibles et très affectives, parce qu'elles sont pleines d'émotions, de peur, etc. Et dans le dispositif analytique bien mené, il y a une distance sociale où il y a une neutralité, et quand on est allongé avec l'autre derrière, il y a des zones très anciennes, très effrayantes, dans lesquelles on ne peut pas s'aventurer, parce qu'on a besoin à ce moment-là, pour y aller, de plus de proximité, de plus de sécurité affective. Et c'est pour ça que j'ai pas mal de psychanalystes en thérapie, et c'est des bons, c'est les meilleurs, justement, parce que on a tous une grille de lecture, et personne ne peut dire il n'y a que ma grille de lecture à moi qui est bonne. Il faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on cherche. Et il y a des analystes qui disent voilà, moi j'aurais pu devenir analyste avec mes souvenirs, machin, que je portais en bandoulière sans comprendre ce que c'était. Donc il y a des analystes qui viennent nous voir en disant voilà, je suis un bon analyste, j'ai vraiment fait une ou plusieurs longues cures, mais j'ai des symptômes récurrents, et je pense qu'avec cette grille-là de lecture, j'y arriverai pas. Et donc, et ça demande beaucoup d'humilité, donc beaucoup d'intelligence, viennent demander de l'aide. Et ça, c'est passionnant. C'est comme les Ferrari pour un garagiste, pour nous. Parce que les gens qui ont beaucoup travaillé sur eux, et donc, très vite, on trouve des chemins. Donc, il y a un contact tactile, mais en fait, on ne s'adresse pas au corps, on s'adresse à la personne dans son entier. C'est-à-dire que si on comprend que l'affectif est ce filtre tout le temps qui réunit le corps et l'esprit, on peut enfin sortir de la pensée dualiste occidentale et aborder les humains comme des entités affectivo-somato-psychiques. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens cherchent, surtout maintenant, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose là dans le corporel qui leur échappe, et c'est pour ça que moi ça me passionne tellement, parce que c'est très efficace. Alors, avant de parler de mon sujet agressivité, je voudrais dire un petit mot de ces mémoires inconscients. Freud a découvert l'inconscient, et c'était déjà très très passionnant, ça a apporté beaucoup. Mais tout dans notre comportement ne peut pas être expliqué par l'inconscient freudien en tant que lieu de pulsion et de refoulement, etc. C'est ça l'inconscient freudien, c'est un livre. Et qu'est-ce qu'on fait de toutes ces zones du non-conscient, préconscient, subconscient, toutes ces zones-là, et du moi conscient, cette très belle instance qui est presque le fort intérieur, hein, c'est presque ça le moi conscient. Dans le fond, il m'est arrivé une mésaventure au moi conscient, c'est que tout le monde étant fasciné par l'inconscient, il faut dire aussi que quand Freud a amené l'inconscient, il disait qu'il avait amené la peste, mais il a surtout amené une ouverture dans un moi conscient qui était très surmoïque. C'était ce monde très rigide, avec des règles, voilà comment il faut sentir, comment il faut penser, etc. Donc on s'est jeté sur l'inconscient et on a un peu oublié le moi conscient. Et le pauvre, il nous est revenu via les Américains, avec cette caricature du fait que devenez comme ça en leçon, il n'y a qu'à faire ci comme ça, vous allez changer, etc. Une espèce de caricature du vouloir comme ça. Et du coup, le moi conscient, qui est cette très belle instance éthique et organisatrice, qui est censée prendre pouvoir sur le pulsionnel, a été complètement squeezé. Et les gens le travaillent beaucoup dans une rationalité rigide. Et en le désincarnant de l'éprouvé corporel. Alors que si on travaille le moi conscient en ne séparant pas le corps de l'esprit, alors on a une entrée très intéressante pour donner au sujet beaucoup plus de liberté pour faire ses choix de vie. Alors, ça m'a beaucoup intriguée de trouver en moi des traces mnésiques. C'est trouvé par hasard. Ceux qui me connaissent ici peuvent témoigner, depuis le temps qu'ils me connaissent, je ne suis pas délirante. N'est-ce pas? Je ne suis pas délirante. Bon. Et pourtant, il se trouve que j'ai eu 3 revécus de naissance spontanés, sans les chercher. Ça m'a beaucoup intéressée. Une fois, c'était pendant une séance d'acupuncture très profonde. Une autre fois, après une séance d'ostéopathie aussi très profonde, à la suite de laquelle mes 2 os pariétaux se sont débloqués alors qu'ils étaient bloqués depuis ma naissance.
Et ça, c'était assez rapide. C'était ce mouvement incroyable, très très puissant qui part du sacrum, et mon épaule qui butait 3 fois, et la 4e, ça faisait ça, et la dynamique énergétique pouvait passer. Et la dernière, c'était il y a 3 ans, très tranquillement, là ça a duré 20 minutes, et c'était très lent. C'est là que j'ai compris que en fait, j'avais essayé de passer l'autre épaule. En fait, j'étais comme ça. Voilà. Donc plus j'avançais plus je me disloquais l'épaule et les lombaires. Je ne pouvais pas passer. Il m'a repoussé et replacé. Et là, très lentement, et j'étais toute seule, je regrette, mon mari n'était pas là. Je me dis, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas une caméra qui me filme, parce que je me voyais faire ces lentes répétitions avec la tête qui repartait comme ça, et puis j'ai senti que j'essayais de sortir, et puis finalement, l'épaule a fini par se débloquer aussi à la 3e fois. Et absolument sans angoisse à chaque fois, très tranquille. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? D'où ça vient, ça, hein, cette mémoire-là? Si on part toujours de l'hypothèse que je ne suis pas délirante. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant quand même. Je me suis dit, mais parce que j'étais en même temps complètement consciente, et en même temps le siège de mouvement très lent et très profond que je ne pouvais pas arrêter. J'aurais pu faire le choix de dire, je me lève, ça suffit, mais ça m'intéressait trop. Je me suis dit, mais je vais me cogner la tête dans le lit. Bon. Donc ça m'a amené à réfléchir et à mettre en ordre d'autres choses que j'avais observées dans le travail clinique avec les patients et les étudiants. Et je suis arrivée sur l'idée des chagrins tissulaires, j'en ai déjà parlé ici, oui, hein, et d'endomésoblastes. Alors j'en dis un petit mot pour ceux qui ne m'ont jamais entendu encore. Faites un effort de mémoire et souvenez-vous quand vous avez commencé votre vie, quand vous étiez encore des lasagnes. C'est-à-dire 3 couches, ectoblastes, mésoblastes, endoblastes. Et à 21 jours de vie, vous avez commencé à vous enrouler, vous avez commencé par la tête, vous avez fini par la base, d'où l'importance de cette région-là, du point central au milieu, qui dans toutes les grandes traditions de soins est très présent et nommé de manière différente. Hein. Chez nous, en aptonomie, on appelle ça le fond endotime. Bon. Ça fait rien, il ne faut pas se fatiguer pour les vocabulaires, c'est pas important. Bon. Et quand on s'est rabouté en bas, le mésoblaste et l'endoblaste se sont soudés. Et mésoblaste, endoblaste, ça donne tout le tissu vasculaire, hein, cœur, poumon, tous les vaisseaux sanguins, tout le tissu conjonctif, les os, les muscles, les articulations, tout ça, c'est du mésoblaste. Et l'endoblaste, c'est les épithéliums digestifs, certaines glandes digestives, dont on sait maintenant l'importance avec le système nerveux entérique, et une grande partie de l'appareil génital. Donc ça fait beaucoup. C'est des tissus super importants. Et ce sont des tissus de haute mémoire, puisque quand on a peur, ou quand quelque chose ne nous convient pas, l'endomésoblaste crispe complètement et se fige. Le mouvement s'arrête. Or, la vie, c'est le mouvement. Enfin, je vais apprendre ça. Et dès qu'on est en sécurité, ces 2 tissus-là dansent. Si vous voulez faire une expérience de ça, vous l'avez déjà fait ça? Vous voulez sentir ça? Alors, décroisez vos jambes. C'est-à-dire, c'est comment les signifiants, c'est-à-dire que ce soit les mots ou les événements, s'inscrivent dans la chair. Et les mémoires non conscientes, c'est sans doute là qu'elles sont. Alors, vous allez penser en boucle, à l'intérieur de vous, dans votre langue maternelle, le mot « non ». Et observez ce qui se passe en vous, jusqu'à ce que je vous dise de changer de mot. Non. Non. Le mot « non ». Sans croiser les jambes. Et maintenant le mot oui.
Vous sentez la différence? Hein? Non, ça fige et ça ferme. C'est une des façons, sans doute, dont les signifiants s'inscrivent dans la chair. Quand un enfant entend le prénom, le nom de quelqu'un ou un mot qui l'affecte, dans son endomésoblast, ça fait ça. Quand il y a du doute, quand il y a du questionnement, quand il y a de l'insécurité, ça se fige dans l'endomésoblast. Voilà. Donc ça, je pense que... Alors, les chagrins tissulaires, c'est venu de là. C'est le fait que quand il y a eu une lésion, quelque part, une fracture, une entorse, une chirurgie cardiaque, une chirurgie gynéco ou urogynéco, tout le monde fait son boulot, le chirurgien, le kinésithérapeute, etc. Et pourtant, dans cette zone-là, l'endomésoblast reste fâché. Je prends un mot affectif, c'est comme ça qu'on le sent. Il est dans cette région-là, il est crispé. Si on ne va pas dans la zone travailler pour la réintégrer dans tout l'être et pour la relier à la base, ça reste une zone qui est plus pareille et qui fige. Et qui peu à peu, de petits orteils partout, tire tout le monde. C'est comme dans un groupe quand il y a quelqu'un qui boude. Ben, ça affecte peu à peu tout le groupe. Et bien c'est ça les chagrins tissulaires. Il y a des gens, par exemple, qui ont eu de la chirurgie cardiaque, et ben à 40 ans, ils ont besoin que cette région-là, que la cicatrice soit travaillée uniquement affectivement, pour relier cette zone-là à tout le reste, et en particulier à la base. Bon, c'est intéressant parce que la naissance, c'est beaucoup une question de base. Base de l'enfant qui cherche son chemin pour naître et base de la mère qui ouvre le chemin. Bon, ça, c'est un autre sujet. Alors, ayant posé cet arrière-plan, je peux parler de mon sujet. C'est provocateur de parler d'agressivité et pourtant, je trouve que c'est un sujet important parce que on voit bien que quand même, ça monte un peu partout, l'agressivité. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Alors déjà, il suffit d'ouvrir les journaux, on le voit. Au quotidien, on s'aperçoit que dans la vie quotidienne, les gens ont beaucoup de réactions de défense qui sont agressives. On se protège en agressant l'autre. Se protéger, c'est agresser. On voit beaucoup ça. Dès que quelqu'un s'approche trop, je ne sais plus qui avait parlé de l'elbow room, c'est-à-dire que chez les Occidentaux, si on passe le coude, on est trop proche. On a une distance comme ça, au-delà de laquelle on considère que l'autre s'approche trop. Tout de suite, la réaction est fermeture endomésoblastique et agressivité. On voit beaucoup ça chez les jeunes. Les enfants en classe de maternelle, en CP, sont plus agressifs qu'avant. Et on va y revenir dans tout à l'heure. Alors, bien sûr, nous-mêmes, si on décide d'être attentif à ça, on peut repérer, par exemple, si on traverse une grande ville en conduisant, on voit à quel point ça déclenche chez nous des tas de petites réactions, de rejet, etc. Les enfants en parlent bien, de comment leurs parents parlent aux autres automobilistes. Et c'est une des raisons, c'est une des façons de nous affecter pour les autres. Hein. Pas pour rien qu'on dit affecter. Si on décide d'être attentif à ça, parce que dans le fond, on a pris l'habitude de ne pas s'occuper de notre agressivité. On ne veut pas savoir qu'on en a. On fait comme si on n'en avait pas, ce n'est pas du tout politiquement correct d'être agressif de notre époque. Donc, si on a un peu travaillé sur soi, ces petites manifestations d'agressivité, on ne les exprime pas, on peut les méconnaître. Mais c'est intéressant de descendre au niveau de perception pour les voir. Tous ces petits moments où, dans le fond, très souvent, à travers ce que disent les gens, ce qu'on comprend, c'est que le seul fait que l'autre soit différent génère de l'agressivité. Peut-être parce qu'on a tous ce fantasme de la convivence prénatale qu'on voudrait retrouver, mais la différence en soi est vécue comme agressive. Il ne fait pas comme moi, donc. Les belles-mères, les belles-filles, je ne vous dis pas. Hein? Cette différence en elle-même est comme agressante. Ça, c'est très fascinant. Et je trouve que dans les thérapies, c'est très peu travaillé.
Et moi, une fois que les gens vont bien et tout ça, à un moment, je dis oui, mais c'est bien, tout ça, vous allez bien. On n'a pas travaillé sur votre agressivité. Hein, et là, il faut y aller voir parce que c'est le trognon. Il y a deux choses dans les thérapies qui sont vraiment le trognon de l'affaire, c'est les identifications aux parents et l'agressivité. Et en psychanalyse, on peut absolument mener une longue psychanalyse sans du tout travailler sur son agressivité. Alors, c'est pas non plus assez travaillé dans l'éducation, puisque dans le fond, la seule chose qu'on en dit, c'est pas bien, c'est méchant, tu es méchant, etc. Et pourtant, il faut voir dans les cours de récréation ce qui se passe. Hein. C'est très violent. Je ne parle même pas de ce qui se passe avec les réseaux sociaux hein, pour les enfants. Les réseaux sociaux sont, je ne sais pas si vous savez à quel point c'est des lieux de violence entre enfants. Vous savez ça? C'est assez effrayant. Alors, bien sûr, ça nous renvoie forcément à la peur, tout ça. Si on est comme ça, agressif, agressant, etc., ça renvoie à la peur. Et puis parfois, on fait la confusion entre l'agressivité et la violence. Or, ce n'est pas la même chose. Et pour ça, il faut passer par les racines étymologiques et du coup, regarder l'agressivité d'un autre œil. Alors, par sa face positive. La face positive, on la comprend quand on voit l'étymologie latine. Il faut savoir que le mot agression, chez nous, il a été utilisé qu'à partir du IVe siècle et que le mot agressivité apparaît en 1873. C'est tard. Qu'est-ce qu'on en faisait avant? Alors, l'étymologie d'agressivité, c'est ad gradi, ou agredior. Je ne sais pas exactement, ad gradi, c'est un verbe, ce qui veut dire tout simplement marcher vers, se mettre en mouvement vers. Avoir de l'agredior, les adolescents diraient, c'est avoir la niaque. Hein, c'est-à-dire avoir cette capacité, une fois qu'on a choisi ce qu'on voulait entreprendre, d'y aller. C'est cette énergie d'aller vers, de rentrer en action, de s'engager. Vous voyez, c'est très positif tout ça. Hein. Et donc, tant qu'on est là-dedans, ça va. Par contre, l'origine de violence, c'est vouloir, l'étymologie. Donc, ça renvoie à bia, en grec, un vieux mot grec, qui veut dire force vitale, fougue. Donc, la violence, c'est vouloir imposer par la force. Et on pourrait dire que tant qu'on est dans le registre de l'agressivité, il y a encore de l'autre. Il y a un égal avec qui on est dans un rapport tendu, mais il y a de l'autre. Quand on passe à la violence, il n'y a plus d'autre. Et on impose son désir, sa volonté, etc., par la force. Alors, la version positive de l'agressivité, c'est l'agredior, c'est-à-dire ce grand flux d'énergie qui est mis à notre disposition. C'est comme n'importe quelle énergie, comme le fleuve, qui est très puissant et qui peut faire pousser les plantes, qui peut fabriquer de l'énergie, mais qui peut aussi inonder. C'est comme le feu, hein, qui réchauffe, qui cuit, qui modifie, et puis qui dévaste aussi. C'est le même type d'énergie. La question, c'est l'art de s'en servir. Hein. Alors, les enfants sont montés en série, si j'ose dire, avec 4 fois trop d'agredior. Sans doute parce qu'il faut bien ça pour qu'il en reste un peu à 30 ans. Peut-être aussi parce que l'arrivée au monde et les premières années sont vraiment difficiles. Je pense que ceux qui ne travaillent pas avec les enfants ne prennent pas la mesure de la difficulté de ce que c'est qu'être un bébé, d'être un petit, avec toute l'intelligence qui est là, mais il n'y a pas l'expérience, il n'y a pas la parole, mais il y a des antennes de 3 km de long et une quête de sens qui est la même que chez l'adulte, avec des grandes personnes qui comprennent souvent rien du tout. Et des éprouvés, des éprouvés qui sont très violents. Une chose très simple, passer plusieurs heures dans un cosy, c'est violent. Allez passer votre journée dans un fauteuil d'avion, vous le faites parce que vous savez que ça vous emmène quelque part.
Et quand vous savez que ça n'a pas de sens, juste que c'est plus commode pour la puéricultrice, c'est difficile. Donc c'est parce qu'ils ont 4 fois trop d'ingrédients que les enfants jusqu'à 6 ans font du bruit, du désordre, ils dérangent. N'oublions pas que jusqu'à 4 ans, un enfant n'a pas les moyens cérébraux d'être raisonnable. Il n'a pas la possibilité d'utiliser les circuits rationnels pour s'auto-calmer. Il n'en a pas les moyens physiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'adresser à sa raison. Mais il ne faut pas attendre qu'il nous réponde comme un raisonnable. L'adresse à la raison, elle est comme une graine qu'on plante et qui fructifiera dans plusieurs années. Sur le moment, ça ne lui sert à rien. Sauf que ça sert à ne pas tomber dans la colère. La meilleure chose quand un enfant est fou de colère, c'est de lui dire très gentiment, bon, alors là, je vois que tu es bien débordé, tu vas aller dans la pièce à côté, ou moi je vais aller dans la pièce à côté, et dès que tu as réussi à t'en sortir, on se retrouve. C'est-à-dire de ne pas l'humilier. Parce que dans le fond, une colère, ce que certains appellent avec mépris un caprice, c'est un orage pulsionnel dans lequel l'enfant est traversé, moi je vois toujours un Saint-Sébastien qui est traversé par les flèches de sa contradiction et de son incapacité à pouvoir prendre conscience de ses contradictions ni les nommer. Donc, il est débordé par ce flux et pour lui, le premier éprouvé, c'est lui. Donc, si en plus on l'humilie, c'est difficile. Donc, si cet ingrédient, en tant que dynamique positive au service de la vie, n'est pas accueilli comme tel, qu'est-ce que peut faire l'enfant? Vous voyez, si on prend l'image d'un fleuve, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, et puis il y a un obstacle. Et tout d'un coup, ça ne peut plus s'écouler. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va se congestionner, et puis ça va déborder, et puis ça va faire des dégâts. Donc, qu'est-ce que peut faire un enfant dans ce cas-là de cette énergie? Il n'a que 2 possibilités. C'est soit la retourner contre lui, ce qui est un processus dépressif, dans le fond, d'autodestruction, potentiellement masochiste, ou bien de la retourner contre l'autre, de la renvoyer à l'autre sous forme d'agressivité, et si ça s'aggrave, de basculer dans la violence. Pour donner un petit exemple, imaginons là, voilà, arriveraient 2 enfants trop petits avec, je ne sais pas, une feuille ou une plume, très enthousiastes à l'idée de nous montrer cette feuille ou cette plume. Bon, soit on dit, ah non, tu nous déranges, non, va-t'en. Lui, il est venu, c'est tout son être qui est là, dans l'émotion esthétique que moi avec mes genêts. Si j'étais arrivée avec ma branche de genêt, tiens, avec Swami, je suis sûre qu'il m'aurait pris dans ses bras, très gentiment, et puis après il m'aurait dit, bon, mais c'est pas le moment. Si l'enfant est récusé dans son enthousiasme même, qui est sa dynamique de vie propre, dans son essentialité, c'est tout lui qui est récusé. Et que faire de ça pour lui? C'est une blessure d'âme profonde. Alors que si simplement on fait les choses en 2 temps, on dit, ah oui, elle est belle cette feuille, elle est belle cette plume, tu as eu raison de vouloir me la montrer, sauf que c'est pas le bon moment. Je l'ai vu, merci beaucoup, à tout à l'heure. Et on raccompagne gentiment. À ce moment-là, l'enfant n'est pas débordé par ce flux d'ingrédients contrariés et il peut continuer sa vie. Alors, si on voit les choses comme ça, moi pour les enfants, j'emploie l'image du cheval fougueux. Parce que cet ingrédient, dans le fond, il faut apprendre à le chevaucher. C'est ça, grandir. Et si on lui dit, bah, dis donc, t'as un sacré cheval, toi. Puis en plus, il est beau ton cheval. Mais il faut quand même que ce soit toi qui le dirige. Il ne perd pas la face. Et au contraire, il a la dignité du grand cavalier. Même si quelquefois on se casse la gueule, on tombe, on monte dessus, etc. Bon, il y a des accidents, mais peu à peu, ça se construit, cette équitation-là. Et dans le fond, ce serait ça l'éducation. Et donc la question, c'est comment tout le temps comprendre que derrière ces manifestations d'agressivité chez les petits, c'est cet ingrédior qui est là. Comme disait un grand psychiatre néerlandais, il disait l'ingrédior, c'est l'essence du moteur de la vie. C'est-à-dire l'agressivité, Sébastien, c'était ça, c'est dans sa version ingrédior, c'est-à-dire dans sa version, la dimension saine,
C'est ça dont il s'agit. Donc, si on coupe l'essence, on coupe la dynamique de vie. Et maintenant, on sait que c'est pas possible pour un petit de dominer son agrégore avant au moins 4 ans. Et après, il y a encore le permis de conduire, on n'est pas encore expert. Et regardez autour de vous les adultes qui ne savent toujours pas. Alors, chez les adultes, c'est construit en plus d'un tas de frustrations. Parce que quand un enfant avance dans la vie en ayant répétitivement des expériences où il est récusé d'être ce qu'il est, et où il ne se vit pas comme bon, uniquement parce qu'il est plus puissant dans le fond, ça construit des zones et des couches d'amertume et de rancœur. Et je pense que c'est pour ça qu'on voit tellement d'adultes qui ont, en dehors de la peur, qui est constante, les grands sentiments chez les humains, c'est la peur, l'envie, la jalousie. C'est toujours autour de ça que ça tourne. Mais chacun a un art singulier de mettre ça en marche. Quand un enfant arrive à l'âge adulte en ayant accumulé énormément d'expériences où il se vit négativement, il a construit une manière d'être en relation avec les autres où l'agressivité va surgir tout le temps parce qu'il ne sait pas quoi en faire et qu'en fait, elle lui échappe. Et qu'une des bonnes solutions, plus commode, c'est de la revendiquer comme telle. Moi, je suis comme ça. Et finalement, c'est très très compliqué. Alors, actuellement, on est dans une époque un peu particulière, dans la mesure où, en même temps, il y a une violence institutionnelle dans beaucoup de lieux, dans les crèches, dans les hôpitaux, dans l'école, il y a des choses vraiment violentes qui se passent, pour diverses raisons. Entre autres parce qu'on voudrait que des choses qui sont toujours rentables au long cours ne coûtent rien sur le moment. La demande de rentabilité et que la crèche ne coûte pas trop cher, ça va coûter très cher en dysfonctionnement chez les enfants plus tard, puisque c'est une période justement très sensible pour l'agrégation. Alors, dans les cours de récréation, on voit très bien ça, c'est-à-dire que dès qu'un enfant manifeste son agrégore de manière un peu forte, il est stigmatisé. Il est méchant, il est brutal, il est asocial, etc. Or, par exemple, les morsures, épisode des morsures à la crèche. Les morsures, c'est d'abord comprendre ce que c'est, ça n'a rien d'agressif. C'est plusieurs choses à la fois, ça peut être agressant, bien sûr, mais ça se passe la plupart du temps chez des enfants qu'on embrasse trop sur le visage. Donc ils se sentent dévorés. La bouche de l'autre qui arrive, etc. Le visage, c'est très sensible la face. Ça ne s'embrasse pas comme ça. Chez un petit, on est grand, on est gros. Et c'est aussi au moment où les enfants sont au bord de la parole. Et donc, très souvent, ils voudraient dire quelque chose d'intense, ou ils veulent vous embrasser très fort, où ils ne sont pas contents, ils ne savent pas le dire, ça dérobe en morsure. Mais ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui veut mordre pour mordre. C'est un dérapage. Donc si et entre enfants, c'est souvent, on dit bien, il est à croquer, je le mangerai, etc. Donc eux, ils font ça. Et souvent, c'est aussi les petits garçons, par exemple, au lieu de dire à une petite fille, je te trouve jolie, que ça ne va pas le faire, mais ils lui tirent les cheveux ou ils la mordent. C'est l'équivalent d'une déclaration d'intérêt, avec plus d'affinité. Mais c'est vrai. Et si on le comprend comme ça, au lieu de dévaloriser cet enfant, ça passe. Et puis plus il parle, moins il morde. Entre garçons, pas ceux qui ont des petits garçons, les garçons, ça se tape dessus. Les petits garçons se tapent beaucoup dessus, en majorité, pas tous évidemment, mais très souvent les petits garçons manifestent leur intérêt en tapant. Au lieu de dire je voudrais jouer avec toi, ils viennent coller un lion. Et souvent d'ailleurs, et si on leur explique ça, que deux petits garçons qui s'approchent de manière très agressante, agressive, etc., deviennent après les meilleurs copains du monde. Si on arrive à les sortir de là, si les grandes personnes ne viennent pas tout rigidifier et stigmatiser, etc. Donc, on est dans une période très violente, et en même temps, il y a une espèce de promotion de quelque chose qui serait de la gentillesse, mais qui en fait est de la mièvrerie.
Parce qu'on ne peut pas à la fois être complice, comme on l'est presque tous, inévitablement par moments, mais souvent au long cours, de choses qui sont vraiment agressantes, vraiment violentes à vivre pour l'autre, et en même temps promouvoir la gentillesse. Hein, la gentillesse est une chose magnifique, la vraie gentillesse. Mais la mièvrerie, c'est pas de la gentillesse. Et nous sommes dans une période où tout ce qui dépasse, c'est pas bien. T'aurais pas dû lui dire comme ça, c'est trop fort, etc. Quelquefois, quand on parle à des parents, quand on est appelé comme médiateur dans certaines situations, et qu'on propose simplement de dire le vrai. Tiens, mais je ne peux pas lui dire ça. Mais pourquoi? Parce que c'est trop fort. Oui, mais le vrai, c'est fort. Mais c'est aussi pour ça que c'est très efficace. Donc, on est dans une époque comme ça où on est un peu schizophrène, quoi. On est sur deux registres qui sont absolument incompatibles. Alors, accueillir l'agrédior, dans le fond, c'est simplement humaniser. C'est-à-dire prendre un petit spécimen de l'espèce humaine et l'aider à chaque instant de son développement. Au début, c'est les parents qui font ça pour nous, les grandes personnes, etc., qui sont en charge. Puis après 15-16 ans, c'est à nous de prendre en charge tout seul, de se tirer tout le temps vers ces valeurs d'humanité et de choisir nos valeurs d'humanité tout le temps. Et ça ne va pas de soi. Hein. C'est vraiment une tâche, je dirais, sans fin. Parce que le mammifère en nous, il veille toujours, là, il est là, surveiller les histoires de territoire. C'est beaucoup l'histoire de territoire chez les enfants. Je suis une grande personne aussi, d'ailleurs. Alors, ce qui est dommage, donc plus on va reconnaître notre mammiférité, avec ce qu'elle a de particulier, plus on va se tirer vers son humanité. Je vous rappelle que les chimpanzés et les humains sont les seuls mammifères qui organisent des guerres. Organisées. Les autres, ils se tapent dessus, mais les chimpanzés et les humains, c'est intéressant quand même. Hein. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'avec cette espèce de système où tout ce qui dépasse est vécu comme pas bon, ou méchant, ou agressif, c'est faux ce qu'on entend ça. Hein. En fait, ce sont les enfants les plus puissants qui se trouvent stigmatisés très tôt. Ceux qui ont un grand agrédior, qui ont beaucoup besoin d'assistance des grandes personnes pour arriver à maîtriser leur cheval, sont ceux qui sont le plus réprimés dans un système comme le nôtre, où tout ce qui dépasse doit être coupé. Et donc, c'est une grande perte pour la société. Parce que ces enfants-là, ils vont soit éteindre leur intelligence, c'est moins douloureux. Quand on est plein d'énergie et d'intelligence et qu'on n'est pas compris, le plus économique, c'est de se crétiniser et de s'éteindre. Ça, il y a moins de souffrance. Mais c'est dommage. C'est dommage. Ou bien ils vont devenir trop agressifs, hein, si agressifs qu'ils vont sortir du système scolaire et qui vont être rejetés du flux de la société. Parce qu'ils étaient à la marge par leur agrédior important, ils étaient par leur intelligence peut-être plus grande, leur originalité peut-être plus grande, et du coup, parce qu'ils ne sont pas reconnus, ils vont être marginalisés. Hein, si on voit un groupe humain comme un fleuve, il y a ceux qui sont au centre, qui suivent, et puis au bord, il y a ceux qui sont à la marge. C'est là qu'on trouve les savants, les poètes, les plus sensibles, tout ça, les plus intelligents, parce qu'ils voient sur la berge, et puis ils s'accrochent aux branches, donc ils ont des petites épreuves, ça les fait évoluer. Et c'est eux qui entraînent le reste, finalement. Si vous avez observé le mascaret, on voit ça très bien. Vous avez observé le mascaret? Le mascaret, c'est quand un fleuve se jette dans l'océan. Il y a un moment, le fleuve va comme ça, et à un moment, la montée de l'océan va inverser le courant. Alors, il y a une vague particulière qui est inaugurale, qu'on appelle le mascaret. C'est sur le mascaret, sur la scène, que Léopoldine Hugo est morte. Et après, le flux s'inverse. Et puis, au bout d'un moment, c'est étale. Et puis, au bout d'un moment, il y a encore un peu de montée au centre et déjà les côtés redescendent. C'est les côtés qui sont moteurs. Et c'est sur les côtés, si vous suivez cette métaphore, que sont les enfants les plus importants pour l'avenir d'une société. Parce qu'il faut de la masse, puis il faut des leaders, c'est comme ça. Et si
tous ces enfants puissants dans leurs désirs sont catalogués, exclus, culpabilisés d'être eux-mêmes, etc., c'est une grande perte pour tout le monde. C'est fabriquer de l'échec à partir des plus intéressants. Donc, il faudrait arriver à voir la dimension positive de l'agrédior et arriver à cette idée que c'est ni bien ni mal d'avoir beaucoup d'agrédior. C'est plutôt une chance si on apprend à bien s'en servir et si ce n'est pas gâché par les grandes personnes. Alors, quelles conséquences il faut en tirer? D'abord, bien sûr, privilégier en amont tout ce qu'on peut donner de sécurité affective à un enfant. Alors ça, c'est dans la confirmation affective, c'est-à-dire le reconnaître comme bon. Même si dans son acte local, il a fait une chose qui n'est pas bonne, mais différencier ce qu'il a fait de ce qu'il est. Concrètement, ça donne comment ça se fait que quelqu'un d'aussi gentil que toi peut faire une chose aussi méchante. Comment quelqu'un d'aussi intelligent que toi a pu faire une chose aussi belle. Comment ça se fait que tu as besoin de me provoquer en faisant quelque chose dont tu sais très bien que je ne suis pas d'accord. De lui donner une chance d'en dire quelque chose de ce pourquoi. Parce qu'il y a toujours, les enfants, ils ont toujours une intention derrière ce qu'ils font. Et le drame, c'est qu'on gronde et on réprime l'acte sans se donner la peine de comprendre l'intention. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas gronder, pas sanctionner, etc. Mais ça veut dire que toute sanction, toute réprimande, toute punition doit être accompagnée d'une réflexion sur l'intention et d'une réflexion sur la sanction juste. À ce moment-là, ces débordements d'agrédior deviennent structurants. L'enfant peut en faire quelque chose de son agrédior, au lieu de se sentir coupable de sa force et de la retourner contre lui. Alors donc, toujours donner de la sécurité affective, bien sûr. Nous, c'est ce qu'on fait dans la vie prénatale et dans les débuts de vie, avec toute une réflexion sur la naissance aussi, sur la manière de porter. Parce que dans le fond, si les identités sont solides, si quelqu'un est vraiment enraciné dans son identité, il peut s'aventurer dans ci, dans ça, il n'a pas peur d'être sorti de lui-même. Donc, il ne va pas être obligé d'agresser l'autre, parce que si tu m'emmènes là, si tu me donnes un petit coup là, je ne suis plus moi-même. Je perds mon identité. C'est ça qui déclenche très souvent des réactions agressives. Donc respecter la trajectoire, ça veut dire toujours tenir compte des moments forts dans la vie d'un enfant. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la grossesse? Qu'est-ce qui s'est passé à l'accouchement, à la naissance, deux événements conjoints, différents. Et il y en a une qui accouche et l'autre qui naît, que je vous ai raconté tout à l'heure, et c'est pas la même chose. Et donc toujours quand on se trouve face à un enfant, un adolescent, un adulte, un vieillard qui va rentrer dans la mort, toujours essayer de penser avec lui en quoi cet événement fait écho à la première séparation, à la première épreuve, aux premiers échecs, etc. Parce que ça vient tout au long de la vie faire écho et augmenter. C'est pour ça que vous voyez des gens de 60 ans qui font une dépression à la mort de leur canari. En fait, ils pleurent leur grand-père ou leur grand-mère, qu'ils n'avaient pas pleuré pareil. Cette mort-là vient s'ajouter aux autres et déclenche le vidage des nappes phréatiques. Donc, médiatiser, parler, accueillir, en joignant le geste et la parole, et en étant, si possible, cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Parce que les enfants discernent très très fort la cohérence. Et quand on est incohérent, ils ne peuvent pas forcément le formuler, le dire, surtout les petits, mais ils le sentent. Ils le sentent et ça les fait vaciller dans leur identité quand ce sont leurs parents qui sont incohérents. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas comme ils font et qu'ils ne font pas comme ils disent. Et puis on peut aussi, maintenant, on a la chance de pouvoir tenir compte de l'apport des neurosciences. Alors je ne sais pas si vous suivez ça un petit peu, il y a 2 ou 3 choses intéressantes à comprendre. D'abord, il y a quelque chose qui s'appelle la résonance motrice, qui a été découverte en 1999. En fait, ça veut dire qu'une partie de notre cerveau se comporte de manière non consciente, comme si nous étions en train de faire l'acte que nous voyons. Nous voyons quelque chose de violent, je crois que vous voyez de quoi je parle, la télévision, les jeux vidéo, etc.
Et il y a une partie de notre cerveau qui fonctionne comme si nous faisions cet acte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de ça. Ensuite, il y a l'histoire des neurones miroirs qui ont été découverts en 2004 par les outils, je crois. Donc, ce qui veut dire que, et ça a été prouvé en 2008 par un dénommé Bartlett, les jeux vidéo, les films violents, les actualités violentes nous mettent en état de vivre cette violence, même si ça n'est pas conscient. En dehors du fait que ça chamboule notre étalonnage de ce qui est grave, de ce qui est inhumain, de ce qui est inacceptable, etc. Parce que si on en voit tous les jours, ça devient tout de suite plus banal. Hein. Donc ça nous déshumanise déjà. Mais ensuite, dans notre cerveau, ça a des effets très très importants. Donc, quand on comprend les choses comme ça, on comprend que les enjeux d'éducation, et quand je dis éducation, pour moi ça commence dans la vie prénatale, pas comme éducation prénatale bien sûr, mais comme interpeller le sujet, le spécimen de l'espèce humaine en tant que sujet de son histoire. Tu es là, est-ce que tu veux entrer en contact avec moi? Ça, c'est donner à l'autre une place de sujet, c'est-à-dire source autonome de désir. Si on fait ça, on lui donne comme horizon son humanisation, son humanité. Hein. Alors, notre responsabilité, elle est immense, vraiment. Le grand pédopsychiatre Philippe Jamet disait une chose très belle, il disait « Les émotions humaines sont le cheval de Troie des autres en nous ». C'est formidable ça, hein. C'est-à-dire que comme on est des humains, on est des mammifères humains, tout ce qui se vit émotionnellement crée chez nous des sentiments qui d'une certaine façon nous colonisent, hein, ou nous envahissent. Je trouve que c'est une très belle expression. Alors, ça demande tout ça, maintenant nous savons tout ça, une réflexion intense quand on sait les traces mnésiques, etc., dont je vous ai parlé, quand on sait que l'intelligence se construit à partir des expériences que nous vivons, et les expériences sont toujours affectives, même s'il y a un événement technique qui nous touche affectivement, et nous prenons appui pour prendre place au monde sur une immense expérience au-tech, qui n'est pas toujours bien rangée, mais qui est très importante. Hein. Donc il faut repenser l'obstétrique, la crèche, l'accueil des tout-petits, l'école, tout ça. Et surtout se demander qu'est-ce que veut une société qui met en vente libre des jeux où ce qui est mis en avant tout le temps, des films, hein, c'est la violence. La violence, l'agressivité dans son sens le plus négatif, la destruction de l'autre ou l'autodestruction. Alors, tout ça, finalement, nous mettons en vente libre des tas d'objets qui augmentent l'agressivité et la violence, qui tirent l'agrédior vers sa dimension agressive, tout en réprimant l'agrédior. C'est absurde, quoi. C'est complètement absurde. Et on fabrique des humains qui ne savent pas vivre. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Tu voulais un petit temps de questions-réponses? Ou de réflexion. On dit toujours des questions, mais ça peut être de la réflexion. Oui? C'est peut-être personnel, mais comment on peut souligner si on a une personne qui témoignait d'une naissance qui s'est mal passée? Alors c'est difficile, mais quand on travaille avec des thérapeutes qui connaissent un peu ces choses-là, ben, ils peuvent repérer. Dire tiens, moi quand je travaille avec des adultes qui font ou disent certaines choses, ah ça c'est 9 mois, ah ça c'est 4 mois postnatal, etc. Ça c'est une trace de naissance. Les micro-kinés font un peu ça. Peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas la micro. C'est possible. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus maintenant. C'est normal puisque les sciences avancent et peu à peu elles jettent leur lumière sur des zones qui sont importantes. Et voilà. Une autre question, c'est comment on verra les enjeux
concrètement, eh ben, d'abord on l'accueille, effectivement, on lui fait découvrir certains phénomènes qui sont des forces qu'il a en lui mais qui ne sait pas utiliser, qui sont beaucoup le fait de sentir au-delà de soi. Dans un premier temps, on l'aide à vraiment beaucoup plus prendre conscience, de s'incarner. Beaucoup de gens vivent la tête d'un côté, le corps de l'autre. Donc, s'incarner, c'est un art qui s'apprend. Et ensuite, on pose les mains, on intègre l'autre et on crée des ponts. Et puis, on écoute ce que les gens disent pendant ce temps-là. Et ils disent beaucoup de choses. On sent le tissu sous la main, on sent l'articulation qui bouge, et ça se remet. Parce que l'humain, il a toujours tendance à revenir à son équilibre naturel, on l'oublie. Dans une certaine mesure, oui. Vous avez entendu la question? À partir de là, on pourrait penser que tout est réversible. Oui, dans une certaine mesure, avec deux bémols. Le premier, c'est celui de l'âge, parce que plus on s'y prend tôt, plus on pourra être dans cette réversibilité. Quand une personne s'est organisée toute sa vie autour de certaines cicatrices, les tissus affectifs et tout ça sont raidis, et quand il y a des choses très très menaçantes pour la vie, il reste des traces, c'est comme des engrammes négatifs dont on peut lever, il y a des levées d'engrammes, mais il reste des cicatrices. Mais on peut vivre avec, c'est ça la différence. On les reconnaît, que là tiens, là, elle me fait mal, il va pleuvoir, bon, c'est pareil. On peut vivre avec, on voit beaucoup de gens qui vivent avec des cicatrices importantes. Et c'est le fait de la reconnaître, cette cicatrice qui déjà pris de voix, c'est ça qui vit avec. C'est-à-dire que si la douleur que cette cicatrice provoque prend sens, déjà elle est moins menaçante. Nous les humains, on a toujours besoin de sens. Et donc, c'est un grand médicament de comprendre le sens de quelque chose. J'ai pas bien entendu. Oui, ça pourrait. Le problème, c'est qu'on n'est pas assez nombreux à être formés. Parce que c'est une formation longue. Et oui, c'est-à-dire c'est une autre façon de comprendre le soin. Et pour moi, effectivement, toute personne qui a eu de la chirurgie devrait avoir des séances comme ça après. Ça, c'est clair. Mais alors, on peut considérer que le césarienne sont des cas violents, finalement. Alors oui, la césarienne, c'est pas du tout anodin. Et bien, donc ça veut dire que quand même, la naissance en soi, elle est quand même un acte, je ne sais pas comment, mais de violence. Il y a une violence quelque part. Et pour l'enfant, et pour la Oui, alors, après, c'est la question du sens. C'est la question du sens. Alors, concrètement, quand une femme a une césarienne, c'est vraiment la chirurgie. Donc la première chose qu'on fait, c'est tout un travail avec elle pour la réunifier, qu'elle ne soit pas coupée en morceaux, en deux, et qu'elle se réapproprie sa base. Et on pose le bébé sur la cicatrice, et ça, c'est le meilleur cicatrisant du monde. Mais après, il n'y a pas de césarienne pareille. Par exemple, si c'est une césarienne programmée, la difficulté, c'est que l'enfant est peut-être tiré d'un moment où il n'est pas du tout prêt à naître. Et à ce moment-là, c'est très violent pour lui de sortir de son monde clos, sombre, humide, etc., pour être sortir dans le froid, le sec, le sans limite, etc. Ça, c'est très violent. Ça peut être complètement comme arriver sur la planète Mars, mais brusquement. Quand c'est une césarienne après une tentative de naissance intense, pour l'enfant, c'est salvateur en même temps. Donc il y a cette ambivalence. Et là, ça peut laisser des traces, surtout s'il y a une réanimation après, d'enfants qui se laissent maltraiter, parce que ça leur a sauvé la vie. C'est pas du tout les mêmes traces. Après, il y a ce que ça représente pour les parents. Si la femme peut
vivre ça comme étant, là c'est bien pour mon enfant, elle va accepter ça et cicatriser beaucoup mieux que si elle le vit comme quelque chose qui aurait pu ou dû être évité. Il y a aussi la place du père, si on a laissé le père en même temps être là, ou si on l'a mis dans la pièce à côté, etc. Après, il y a tout l'accueil de l'enfant. Nous, les pays latins, on est très obsédés par les microbes, soi-disant. Et au nom de ça, on fait un terrorisme hygiéniste, alors que dans les pays du Nord, même en réanimation, les parents, les grands-parents rentrent, les bébés sont dans les bras des grandes personnes, même avec leurs tuyaux, etc. On est beaucoup moins violents. Nous, on est très séparés pour protéger. C'est très bête. Et c'est vrai, chaque césarienne laisse des traces différentes pour la mère et pour l'enfant, dont pour la relation entre les deux. Mais aussi la naissance, tout simplement. Oui, la naissance aussi. Oui. Oui, je vais redire la question. Ah non. Alors la question, c'est à propos de la marchandisation de l'éducation, pour savoir si des gens comme nous sont consultés par rapport... Alors, si, quand Jack Lang était ministre de l'Éducation, il y a eu une petite commission, un petit groupe de travail autour de lui, dont je faisais partie avec des il y avait M. Jamel, justement, il y avait des épidémiologistes qui travaillaient sur l'enfance et l'adolescence, etc. Et depuis, non. Il y a les écoles Montessori. Oui, Maria Montessori, c'était un génie. Elle était très en avance. Mais regardez comme elle s'est mal reconnue, du coup c'est très cher. Donc c'est ça qui est compliqué. C'est la médicalisation, c'est-à-dire qu'on donne des médicaments à des enfants en disant qu'ils sont hyperactifs, alors qu'ils sont probablement juste... Tout à fait. En même temps, il y a des enfants qui sont sous Ritaline, et ça marche pour certains. C'est pas forcément le diable, la Ritaline. Non, ça peut être utile. Moi, je connais un enfant qui me dit, tu sais, quand je vais pas bien. Ça existe. Mais c'est un petit pourcentage par rapport à ceux qui sont médicés. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la plupart des enfants sont médicés. Hein. C'est ça que je pense. Oui. Et à la classification. En France, on n'en est pas encore là. Et comme on aime beaucoup imiter les Américains, on va y arriver. La classification, déjà. Oui, c'est toute la question du DSM et tout ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais effectivement, parce que beaucoup de troubles de l'enfant sont des troubles de l'insécurité affective. Et donc, si on restaure de la sécurité affective, il y a tout un tas de symptômes qui disparaissent. Ça, c'est vrai. Et puis, quelquefois, non. Aussi une manière de restaurer la sécurité affective Est-ce que j'ai des exemples concrets de comment on restaure la sécurité affective? J'entends pas bien. Hein. Je vais vous passer le micro, ça tout le monde entendra. Comment on peut, concrètement, quelques exemples concrets pour savoir comment restaurer le sentiment de sécurité affective chez des enfants qui sont agressifs parce qu'ils en manquent, que c'est des enfants qui sont proches de nous, mais aussi des enfants qui nous sont confiés. Alors, en même temps, on pourrait dire qu'il n'y a pas deux cas pareils. Donc c'est difficile, mais si on veut faire une réponse générale, c'est d'abord ne pas culpabiliser l'enfant de son agressivité. Voilà. D'abord, reconnaître qu'il est fort. Tu es fort. Donc, mais alors, comment tu t'en sers de tes forces? Ça m'étonne. Des choses comme ça. C'est-à-dire d'abord qu'il se sente reconnu, malgré ce qu'il a fait, comme un être humain de qualité. Et c'est vrai, parce que chez tout être humain, il y a toujours une partie saine. Et c'est à celle-là qu'il faut s'adresser. Et les manifestations d'agressivité sont dans sa partie souffrante. Donc, c'est par la façon de dire, de faire, d'accueillir, etc., et de l'amener à réfléchir à mais
qu'est-ce qui te fait souffrir comme ça dans le fait qu'il ait fait ça? Pourquoi c'est si difficile pour toi? Pourquoi tu ne peux pas l'accepter? Etc. C'est parler, mais d'abord, parler en ayant restauré l'estime de soi. Après, c'est du cas par cas. Hein, mais c'est toujours la même chose, c'est dissocier l'acte de la personne. Ah, c'est plus un enfant. Hein? Ah, ben alors ça c'est intéressant. Alors vous savez, il y a des civilisations plus raffinées que les nôtres où on fait très clairement la différence entre les parents nourriciers de la période où l'enfant a besoin d'être nourri et protégé, et puis après, des gens qui ont un lien de sang avec cette personne, il se trouve que c'est leur enfant, mais ils sont plus en charge. D'ailleurs, il y a certaines sociétés où il y a des cérémonies, on ne peut plus s'appeler père-mère ou papa-maman, etc. On s'appelle autrement, et c'est beaucoup plus simple. Donc, pour moi, quelqu'un de 20 ans qui est chez vous, d'accord, c'est votre enfant, il se trouve, mais c'est surtout quelqu'un que vous accueillez chez vous. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter de quelqu'un qu'on accueille chez soi? C'est ça qu'il faut définir avec lui. Ce n'est pas parce que je suis ta mère ou ton père que je vais accepter tout. Il n'y a aucune raison. C'est toujours cette idée étrange qu'on voit à l'œuvre, c'est sous prétexte. Par exemple, les gens qui parlent de l'amour inconditionnel. C'est terrible. J'espère que Madame Hitler n'était pas contente de son petit garçon. Vous voyez? Il y a un moment où il faut comme dire aux gens, puisque notre tâche est d'accueillir un enfant et de l'aider à mettre au monde l'adulte qu'il porte en lui, qui est en germe en lui. Bon. Si il se trouve qu'à un moment il fait des choix absolument inéthiques et déviants, sous prétexte que c'est notre enfant, on va l'aimer toujours. Mais c'est très narcissique. C'est nous qu'on aime à ce moment-là, c'est pas lui. Hein? Au nom du fait que tu es mon fruit, je te trouve formidable pour toujours. C'est pervers. Non mais souvent c'est sous-jacent. Et on voit et c'est pervertissant. Mais on voit des familles où on dit aux gens, mais pourquoi acceptez-vous ça? Ah mais c'est mon enfant. Oui, mais c'est délinquant ce qu'il fait quand même. Il se trouve que c'était sous votre toit, mais c'est délinquant. Ben oui. C'est-à-dire de signifier, c'est pas parce que tu es mon enfant que je peux accepter tout de toi. Il n'y a pas de devoir d'indulgence au-delà d'un certain âge. On est deux adultes dans ces sociétés-là, on est deux adultes en âge de se reproduire. Alors, à ce moment-là, les liens sont différents. Hein, il faut essayer de changer de vision. On est dans une vision, actuellement, où on infantilise beaucoup les enfants. Beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, on voit bien maintenant avec le concept d'adolescence, hein, on voit bien que maintenant il y a l'enfance, l'adolescence, puis tout d'un coup on est vieux. Mais entre l'adolescence et le vieux, il ne se passe pas grand-chose. C'est un peu comme ça. Il y avait en 2004, il y a eu un numéro de la revue Le Débat, où il y avait 2 articles formidables de Marcel Gaucher là-dessus. Décembre 2004, je crois. Je le sais parce que j'avais fait un article contre l'AGP là-dessus. C'est pour ça que je me souviens. C'est très intéressant. Et puis après, il faut lire les anthropologues qui racontent toute cette série d'initiations qui fait que, passé un certain âge, on ne peut plus. Et nous, on est surprotégeants. Moi, je considère que la surprotection est une maltraitance. Parce qu'on n'apprend pas beaucoup à dresser son cheval, hein, quand on est surprotégé. Pardon. Il y a pas de réponse parce qu'on voit souvent les parents de leurs petits-enfants, c'est choisir. Tu veux quoi, tu veux quoi, tu veux quoi, tu veux quoi. Dans la consommation, il y a une espèce de décision. Oui, parce que ça, c'est une confusion entre la consommation et l'éducation du discernement. Le discernement, c'est ce qu'il y a de plus important chez l'humain. Quelqu'un qui n'a pas de discernement ne peut pas construire sa vie. Nous, on commence l'éducation du discernement à l'âge de 4 mois postnatal. On met le bébé sur les genoux, on lui met 2 objets, il faut que tu me dises lequel t'intéresse le plus. Et tout le temps, ça va revenir sur le tapis. Qu'est-ce qui est plus beau que? Qu'est-ce qui est plus juste que? Qu'est-ce qui est plus vrai que? D'après toi, qu'est-ce qui est bon?
ça ne veut pas dire faire choisir pour tout. On peut réfléchir sur ce qui est bon, ce qui est beau, ça ne veut pas dire qu'on va l'obtenir. Et il y a une confusion. À propos du discernement, il y a deux confusions. Celle-là, que vous dites, et la glissade entre discernement et jugement. Vous voyez comment les gens se jugent tout le temps les uns les autres. C'est pas ça le discernement. Mais j'arrive. Une société qui fonctionne sur la consommation a tout intérêt à avoir des gens qui ne discernent pas. Ça marche mieux, enfin. Oui. C'est des enfants qui font de l'autoscarification. C'est un appel au secours, c'est leur langage à eux, bien je vais pas bien. C'est un sujet. La scarification, c'est extrêmement sensible en ce moment. Il y en a pas mal. Il y a des effets de mode dans la façon de souffrir. Et en ce moment, mais c'est vrai, c'est fou. Comme dans les positions d'accouchement, il y a des effets de mode. La scarification en ce moment, parce que comme les jeunes sont paumés, qu'ils n'ont pas construit leur identité, il y a une identité groupale qui fait que, comme ils n'ont pas de discernement, ils vont faire comme les copains. C'est comme ça que ça marche. Je pense que la scarification, c'est toujours un appel au secours, et c'est une question sur l'enveloppe, c'est-à-dire ce qui définit l'identité. Il y a moi, le pas moi. Et il y a aussi montrer le sang, montrer le dedans dehors, et vis-à-vis des parents, c'est toucher l'enveloppe que tu m'as donnée, toucher le véhicule que tu m'as transmis. C'est beaucoup de choses la scarification, et c'est très impressionnant, et c'est pas toujours grave, mais quelquefois ça l'est beaucoup. Ah, c'est encore autre chose le tatouage. Oui. En ce moment, il y a une mode des tatouages. Je crois pas, c'est pas tout à fait la même chose parce que, alors c'est marquer l'enveloppe, c'est faire du définitif. Quand on est complètement fluctuant, qu'on ne sait pas qui on est, etc., inscrire du définitif dans la chair, quelque part, c'est comme si c'était un échafaudage pour l'identité. Malheureusement, ça reste. Moi, ça m'interpelle beaucoup. Moi, je vois beaucoup de jeunes femmes dans la partie accompagnement, beaucoup de toute façon, parce que en atelier, j'en des amis, il y a beaucoup de jeunes adultes tatoués. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et très tatoués. Oui, et très tatoués parfois. Moi, ça me fait toujours très peur, parce que moi, je suis très sensible au mouvant, à l'éphémère, la trace de l'éphémère, que je trouve très important. Et là, quand c'est inscrit comme ça, je trouve ça difficile. Et nous ne sommes quand même pas si loin des camps de concentration où on vous déshumanisait en vous tatouant un numéro. Donc c'est une grosse réflexion pour nous, les adultes, d'avoir laissé s'installer quelque chose qui revient comme une caricature de ce qui s'est passé sous le nazisme, comme une revendication identitaire. Comme seule façon d'être original, c'est troublant. En plus, c'est souvent toxique. C'est souvent toxique. C'est de l'encre quand même. Mais c'est à la mode. Ah mais quand les choses sont prises dans une identité culturelle, dans une transmission culturelle, c'est déjà complètement autre chose. Hein, c'est comme toutes les histoires de pratiques, de dormir ensemble avec les bébés, etc. La plupart du temps, c'est dans des sociétés où il y a des rites de séparation, où la société organise des temps d'éloignement et des marches d'escalier séparantes. Nous, comme il n'y a pas de marche d'escalier, moi j'ai une fille qui a dormi dans le lit de sa mère jusqu'à 18 ans. Pourquoi pas? Pourquoi pas, disait la mère. Ben non, la scarification, c'est prendre une lame et faire des... Oui, oui. C'est pas du tout la même chose. Se faire saigner. Se faire saigner. Donc c'est vrai que c'est toute une question sur l'enveloppe, donc sur l'identité, sur le dedans, le dehors, sur qui je suis,
etc. Le tatouage aussi, ça touche aux questions identitaires, mais d'une façon, c'est moins dans le désespoir, quoique. Et c'est comme si des gens qui se sentaient tellement légers et inconsistants venaient s'inscrire comme ça et se donner une consistance externe. Un ancrage. Tout à fait. Ça ne s'écrit pas pareil. Oui, c'est intelligent. Oui, c'est une question d'ancrage. C'est pour ça que l'éducation des tout-petits est très, très, très importante et elle est très négligée actuellement. Très. Et quand je vois qu'on va donner un CAP aux mères de famille, ben oui, c'est la dernière nouveauté de je ne sais pas quelle. Et ben il serait question que les femmes qui ont élevé leurs enfants, elles aient un CAP qui leur donne le droit de s'occuper d'enfants. C'est complètement dingo. Oui. Bah, à une époque, je ne sais plus laquelle, disait oh, bah, il suffit qu'ils savent compter jusqu'à 10 et qu'ils aiment les enfants quand ils aient le droit de s'occuper d'enfants. Non, mais c'est vrai, c'est grave. Hein. C'est grave parce que dans toutes les sociétés dites primitives, on s'occupait beaucoup, et tous les mammifères s'occupent beaucoup de l'éducation précoce. Une maman tigre, tout de suite, elle apprend au petit tigre qu'est-ce que c'est être un bon tigre. Très vite. Et nous, on fait comme si il suffisait d'être né d'un homme et d'une femme pour se développer comme un humain. Mais c'est pas vrai. Notre cortex nous complique trop la vie pour que ce soit aussi simple. Ce qui est particulier dans la réunion dans les fratries entre frères et sœurs. Ah bah oui. Ça m'arrive plus par rapport aux parents ou à l'autre en général. Entre frères et sœurs. Ben, entre frères et sœurs, alors il y a une part de génétique dans l'ingrédient. Après, il y a l'histoire. Un enfant qui a vécu des choses traumatiques prénatales, des choses comme ça, parce que maintenant qu'on connaît l'épigénétique et la plasticité neuronale, on sait que tout influence. Par exemple, on sait aussi que quand on console un bébé qui pleure, par exemple, bon, ben, sur le moment on lui fait du bien, mais aussi on calme les hormones de stress. Et les hormones de stress, elles sont destructives pour certaines structures de l'amygdale et de l'hippocampe, et elles vont les rendre plus sensibles et réactives aux hormones de stress. C'est-à-dire que quand on console un bébé, ici et maintenant, d'une certaine façon, épigénétiquement, on programme son cerveau pour devenir hyper réactif à tout ce qui est agressivité ou menace. C'est important quand même. Donc après, comme on confie beaucoup les enfants à des gens qu'on ne connaît pas, les enfants passent des heures avec des gens qu'on ne connaît pas à faire ce qu'on ne sait pas. C'est fou, mais c'est comme ça, regarder la télé souvent, etc. Donc, à ingrédient égal, déjà, comment ça va être influencé par tous ces vécus, l'accouchement, la naissance, et après, comment les parents vont supporter l'agressivité. Parce que souvent, dans une fratrie, il y en a qui ont plus d'ingrédients que d'autres, puis il y a des histoires de préséance, il y a des histoires de jalousie, de territoire, c'est tout un truc. Donc à ce moment-là, souvent les enfants qui ont plus d'ingrédients que les autres sont étiquetés pas bons. Et alors il faut voir aussi comment les petits provoquent les grands. C'est vrai. C'est pour ça que quand on voit deux enfants qui se tapent dessus, il ne faudrait jamais, jamais s'occuper des raisons. On sépare. On dit, alors là, nous, ici, c'est les jumelles, c'est pas les gorilles. Donc chacun d'un côté, et je ne veux pas savoir ce qui s'est passé. Parce que, on en parlera peut-être plus tard, on verra. Parce que souvent, on voit un enfant donner un coup à un autre qui paraît scandaleux, alors qu'en fait, il rend quelque chose de bien pire qui lui a été fait 12 heures avant, etc., qu'on n'a pas vu. Donc on est toujours en risque d'être injuste et de ne pas comprendre l'intention. Donc, d'abord séparer et dire on n'est pas des gorilles, on fait ce qu'on veut. Toujours parce que c'est ça, nous les humains, on ne mord pas, on ne tape pas, on parle. Et après, est-ce qu'on peut réfléchir sur ce qui s'est passé tout à l'heure? Faire réfléchir, quoi. Toujours tirer vers le haut. C'est que ça.
Puis il y a quand même des parents qui attisent beaucoup les jalousies. Alors maintenant, il y a un truc complètement tordu à propos de ça. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Maintenant, quand c'est l'anniversaire d'un enfant, tout le monde doit avoir des cadeaux. C'est dingue. Au lieu, ça, c'est vraiment une perversion de la jalousie. Hein? Pour qu'il n'y en ait pas, on fait un truc absurde, c'est-à-dire qu'on gomme le fait que c'est l'anniversaire. Donc on vide de sens, c'est complètement pervers. On vide de sens l'événement pour que ces petits chéris ne soient pas tristes. On est dans une société très folle. Hein? C'est pas étonnant qu'on fabrique des humains qui ont tellement besoin de drogue pour se tenir debout. Que ce soit la drogue jeu vidéo, la drogue pastis, la drogue. C'est quand même incroyable, tout ce dont les gens ont besoin comme étayage pour tenir debout et marcher. Alors qu'on n'a pas construit une solidité intérieure. Il faut prendre les choses à l'extérieur. On est quand même, si on était des chefs d'entreprise, nous, l'espèce humaine, on serait virés depuis longtemps. Parce que, regardez, on n'arrive pas à faire des humains qui sont capables de vivre bien dans la société comme elle est. C'est quand même la malfaçon. Pour des sommes exorbitantes en plus. C'est très intéressant de voir ça. Je crois que ça vous plombe. Oui. Tu disais qu'on consomme un bébé, on ne peut pas la choisir. Oui. Non, quand on console un bébé, on protège son cerveau de l'effet délétère des hormones de stress sur le cerveau émotionnel, parce que les cellules du cerveau, du parti émotionnel du cerveau, sont très sensibles à ces hormones de stress qui peuvent les abîmer, et on le rend hypersensible à toute chose qui est vécue comme une menace. Très réactif, parce qu'il ne va pas sécréter les bonnes hormones. Si on ne le console pas. Ah oui, c'est vrai? Oui, alors je me suis mal exprimée, alors là c'est grave. Non, bien sûr, c'est contraire. Si on console, on a un effet immédiat et un effet au long cours. Oui, il y a comme une programmation, c'est un peu trop imagé. Si on ne console pas, non seulement il s'abîme à ce moment-là, mais il va fabriquer un cerveau qui sera... Alors après, c'est une question d'âge. Alors, on ne console pas un enfant de 4 ans ou de 6 ans de la même façon. C'est une question d'âge, bien sûr. Mais là, je parle des bébés. Parce qu'après, il y a des âges où il faut dire, écoute, c'est pas grave que tu ne sois pas content. Voilà. Et à passer un certain âge, tu es content, tant mieux, tu n'es pas content, tant pis. Débrouille-toi avec ça. Hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout le temps consoler tout le monde. Je parle des tout petits. T'es content de moi, Vache? À cause de toi que je suis là. Si on veut approfondir sur l'endoblast et les couches et tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Accessible. Hein? Qu'est-ce qu'on peut trouver d'accessible sur les couches? Tous les bouquins d'embryologie. Mais qui relie ça à l'affectif, il y a que moi. D'accord. Alors j'ai écrit 1 ou 2 articles là-dessus, dont un qui s'appelle « Les chagrins tissulaires et leurs réveils brutaux ». Les gens ne font pas le lien. Il y a plein de gens qui ont marqué la continuité, mais qui la relient à l'histoire. C'est la différence entre le corps et la chair. Nous, on ne travaille jamais avec le corps. On entend très bien cette différence. Je donne toujours cet exemple parce qu'il est très parlant. Quand on dit « cet enfant est la chair de ma chair », on entend toute l'implication affective, toute l'histoire, etc. C'est pas la même chose que si on disait « cet enfant est le corps de mon corps », d'ailleurs ça ne voudrait rien dire. Donc c'est bien que la chair et le corps, c'est pas la même chose. La chair, c'est notre véhicule corporel en tant qu'il est le lieu où s'inscrivent nos affects, nos sentiments, nos émotions, notre histoire, par le biais du tissu endomésoplastique, entre autres. En grand, on prend en compte. Puis après, il y a d'autres stades de mémoire. C'est très complexe tout ça. Hein.
Et il y a ça qui est très négligé et qui n'est pas travaillé du tout de nos jours. L'ectoblast. Hein? L'ectoblast, c'est l'épiderme et puis le tissu neuronal, c'est les organes d'essence aussi. Mais là, en l'occurrence, c'est en surface. Oui, c'est vrai. Et il y a Ben, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est tout ce qui concerne la peau, en tant que surface, comme frontière, comme interface, c'est très important aussi. Mais pour moi, c'est moins un lieu de mémoire ancienne et profonde, d'inscription de traces mnésiques profondes que le tissu endomésoblastien. Mais de toute façon, on ne peut pas les concevoir les uns sans les autres, ces trois tissus. Oui, mais il n'y a pas que ça dans le tissu neurologique. Il y a aussi les vaisseaux sanguins, enfin, il y a toute l'irrigation du cerveau, il y a les ménages, il y a plein de choses. Il y a les muscles du crâne. Il y a les os. Oui, je dis que dans cette zone-là, il n'y a pas que de l'ectoblast. Hein, et en plus, on est en train de comprendre que les cellules de la névroblie sont beaucoup plus importantes qu'on croyait. On a beaucoup déifié le neurone. En fait, la névroblie est sans doute beaucoup plus importante. On va découvrir. Ça va être la prochaine vedette, la névroblie. C'est le tissu qui entoure les neurones et qu'on considérait jusqu'à présent comme il est là pour nourrir, etc. Mais en fait, il a sans doute beaucoup plus d'importance que ça. Vous allez voir, vous entendrez parler de la névroblie. Il y a 3 ans, vous étiez vraiment contre la GPA. Ah, je suis toujours contre la GPA, de plus en plus. De plus en plus, parce que plus on avance dans l'épigénétique et dans ce qu'on connaît sur les traces mnésiques, plus on ne peut qu'être contre. C'est vraiment... Alors là, c'est le dernier saut avant la barbarie, la GPA. La gestation pour autrui. Il y a une photo qui est tombée là, je pense. Ce qui est très très surprenant, c'est que alors qu'on sait de plus en plus de choses, surtout ce dont je vous ai parlé, l'épigénétique, la plasticité neuronale, etc., qu'on puisse promouvoir la GPA maintenant, c'est ahurissant. Hein? C'est commercial. Je peux vous dire que là, récemment, j'ai eu un cas qui m'a vraiment confirmé l'importance de ça. Et je vous raconte de lui. Alors, c'est pas un cas à moi direct, c'est dans mes groupes de travail, que j'appelle mes séminaires. Comme je suis fatiguée, je vais m'asseoir sur la table. Alors, j'ai des groupes de travail autour du pré- et postnatal et des groupes de travail sur l'aptopsychothérapie. Et donc, j'ai des gens qui viennent aux deux parce qu'ils sont aptopsychothérapeutes et qui font aussi de l'accompagnement aux grossesses. Il n'y a pas longtemps, une psy nous amène un cas en disant ben voilà, j'ai un groupe très sympathique, ils s'entendent bien, tout va bien, mais l'homme ne peut pas toucher le ventre de sa femme. Et alors je me suis débrouillée, il touche les jambes, le bassin, etc. Et l'enfant a l'air très content parce qu'il bouge beaucoup. Alors nous on se dit ah, ça c'est pas possible, c'est bizarre. Alors donc on se met en situation pour nous expliquer, comprendre, c'est sentir. Donc on se met en situation, on met quelqu'un à s'installer comme ça, un autre roulé en boule, et on fait toute une gradation de contacter la mère sans contacter celui qui est à l'intérieur. Après, à travers la jambe de la mère, on va chez l'autre, etc. Et on voit toutes les difficultés que ça peut poser. Donc elle retourne vers son patient, poussée par nous à dire il faut qu'il comprenne un peu plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc elle lui dit ça, et il dit, bon, ben, sans doute, vous avez raison, on va essayer. Elle l'aide à poser les mains sur le ventre de sa femme, et là, il se met à pousser des cris. Et elle en avait les larmes aux yeux quand on en parlait. Elle disait, je n'ai jamais entendu un cri de détresse pareil. Bon, la femme, enceinte, très discrètement sort, et elle se retrouve avec cet homme dans ses bras qui crie pendant 40 minutes une détresse épouvantable. Et elle lui dit, bah, écoutez, rappelez-moi tant que si vous avez besoin. Et il appelle à 7h du matin à minuit, et il vient tous les jours railler dans ses bras avec une souffrance épouvantable. Et quand il se relève, il dit c'est une histoire de fou, j'y comprends rien. Et puis il retourne à son boulot. Bon. Et puis cette praticienne revient au groupe d'autopsie
Et cette histoire clinique me paraît tellement intéressante qu'on la retravaille et on va encore plus loin, plus profondément. Et elle, qui à ce moment-là faisait la mère, se lève et me dit « c'est une histoire de déni de grossesse ». Parce qu'on s'est demandé qu'est-ce qui lui est arrivé, la nuit in utero, etc. Bon. Elle le revoit et elle lui dit « j'ai eu une intuition, est-ce que vous voulez que je vous la dise ?» Il dit « oui ». Elle lui parle du déni de grossesse, il se met à pleurer comme une madeleine. Et puis il dit, il faut que je parle à ma mère, mais il n'arrive pas à l'appeler. Donc il vient chez elle, il se met dans ses bras. Nous, en autopsie, on prend les patients dans nos bras. Et là, il appelle sa mère. Et il lui dit, voilà, maman, je pense que tu as fait un déni de grossesse. Et là, il y a un silence très, très long. Elle lui dit, comment tu l'as su? Et l'histoire était, qu'elle lui a raconté après, que son père, son mari, ne voulait pas d'enfant. Donc, elle a été enceinte, elle a caché sa grossesse en se disant « je vais la cacher jusqu'à 3 mois, comme ça, après, il ne pourra pas m'obliger à avorter ». Et quand elle est arrivée en 3 mois, elle n'a pas pu dire. Donc, elle est restée ventre serré, rentrée comme ça, avec cette grossesse cachée. Mais elle était en relation avec l'enfant. Sauf que par moments, elle arrivait à oublier qu'il était là. Tellement c'était difficile. Et donc après, par accident, il s'en est aperçu à 6 mois, donc au 7e mois de grossesse, qui est un stade très important dans le développement de l'enfant. Et donc, une fois qu'elle a lui raconté ça, il est venu, et là, il a pleuré très doucement, 40 minutes, mais très tranquillement, levé entre les jambes du thérapeute. Puis il s'est levé, il a dit, bon, je crois que c'est réglé, je ne vous oublierai jamais. Et ça, c'est une histoire, c'est comme si on avait entendu le cri du fœtus, désespéré. C'est pour ça qu'elle en était tellement bouleversée. Donc quand on entend des histoires comme ça, celle-là, elle est pathognomonique, on se dit, mais c'est dingo de faire de la GPA. Le problème est que, effectivement, les bébés nés par GPA, dans les débuts de vie, ça va. Parce que le bébé, il veut vivre. Et c'est des athlètes de l'amour, les bébés. Donc si on s'en occupe un peu, ça grandit, quoi. Après, on va voir ce que ça va faire à l'adolescence. Vous n'avez pas de recul, là, ça commence. Et on va voir surtout quand ils vont devenir parents. Mais quand on voit la souffrance des gens qui sont nés sous X, oui, on a des patients nés sous X, c'est une très très grande souffrance qui les occupe. Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont regarder leurs parents et dire « Pourquoi tu m'as fait ça ?» Qu'est-ce qui va se passer en eux quand on aura 2 ou 3 générations de gens qui seront nés comme ça? Pour moi, on tombera dans la barbarie. C'est pas possible autrement. Ça déshumanise. Oui, ça va créer des gens qui auront forme humaine, mais qui seront pas ce qu'on appelle nous des humains, c'est-à-dire avec des valeurs d'humanité. Enfin, pour moi, ça m'effraie profondément, et je trouve incroyable que dans le débat public qu'il y a lieu là-dessus, personne ne parle de l'enfant, à part moi, pratiquement. On parle des femmes, on parle de ça, personne ne parle de l'enfant. Alors que les vétérinaires, ils savent. Oui, mais la cause de l'enfant, non, c'est quand même étonnant parce qu'on a beaucoup d'arguments indubitables sur les traces que laisse la vie prénatale. Il y a un article en 2014 qui a compilé tous les effets épigénétiques, etc. On sait que c'est très très important ce qui se passe. Bon. Grâce aux rats surtout. Aux rats, aux petits cochons qu'on peut trucider, etc. Et grâce aux cohortes. On étudie des cohortes de femmes, d'enfants, quand il y a eu une catastrophe, un tremblement de terre, un bombardement, etc. Donc on sait tout ça. Et c'est comme si maintenant le droit à l'enfant était aussi banal que le droit au caniche. Comment? Les vaccins. Ah, les vaccins, oui. Enfin, ça, c'est encore c'est pas tout à fait la même chose. Mais oui, mais c'est le droit de l'enfant, c'est pas la même chose que le droit à l'enfant. Faire quand même une nuance. Mais c'est très effrayant, c'est-à-dire qu'on a abouti, la société de consommation est arrivée à boucler sa boucle, c'est-à-dire que l'humain est devenu un bien de consommation. Et quand même, c'est troublant qu'une société qui s'est réjouie d'avoir aboli l'esclavage soit contente qu'on vende des nouveaux-nés, parce que c'est ça, c'est commercial. C'est encore un petit oui. Le problème majeur, c'est que font les enfants nés du GPA, de parents de nationalité française,
fédération récemment une exception, lui, il a c'est le cheval de Troie. C'est le cheval de Troie et c'est par là qu'on va passer. Alors moi, dans ces cas-là, je me souviens d'une affiche de mai 68 que je trouvais formidable, parce que puisque les autres le font, il faut le faire. Alors il y avait une très belle affiche en 68 qui disait « 300 milliards de mouches aiment la merde, pourquoi pas vous ?» C'est ça, les autres font des conneries, pourquoi pas vous? C'est comme les enfants qui ont copié une bêtise, quoi. Non, mais c'est effrayant. Parce qu'au nom de ça, puisque les autres le font, puisqu'il faut ce statut juridique, etc., il y aurait des moyens de contourner ça. Mais les gens qui font ça, c'est pour être cheval de Troie. À force qu'il y ait de la jurisprudence, on finira par reconnaître. C'est ça qu'ils veulent. C'est pour ça qu'ils le font. Les gens savent pas, la plupart du temps, ça fournit comme ça trois mères. Oui. La mère qui a l'enfant, la mère qui a donné son enfant en débat, la mère qui va adopter l'enfant, qui va être sa mère. Non, ils ont une seule mère. La mère, c'est celle qui porte l'enfant. Il peut y avoir une génitrice qui a donné un ovule, c'est pas la même chose, et il peut y avoir une maman. Mais la mère, c'est celle qui porte l'enfant. Pour l'enfant, il n'y a pas de doute. Si vous voulez voir un film d'horreur, allez voir Google Baby sur Internet. Ça commence par une césarienne, où on voit l'obstétricienne qui a le téléphone portable pendant qu'elle fait la césarienne, et puis la femme pleure, et puis le bébé pleure, on sort, il passe devant la mère, il hurle, elle pleure, et la dame dit « Bah pourquoi vous pleurez, ça s'est bien passé ?» Bienvenue. Donc pour moi, c'est très très effrayant et très très inquiétant. Vraiment. Si il faut lire Orwell, il faut lire Asimov. Oui. Et ce, pour vous, dans votre manière de voir les choses, est-ce que la naissance est forcément, je dirais, une trace, une souffrance qui nécessite derrière une prise en charge, quelle qu'elle soit comme l'autonomie, ou vous concevez que c'est plutôt quelque chose de marginal? Ça fait partie de la vie, on peut naître, ça peut plus ou moins. C'est pas marginal du tout, mais toute naissance n'est pas traumatique. Non, heureusement. La plupart des naissances, c'est des expériences fortes. Toute naissance est une expérience forte, très forte, et qui laisse forcément des traces. Mais quand on parle de traces, il y a des bonnes traces. Parce qu'un enfant qui a pu cet acte très puissant de naître, le faire avec une mère, le tube musculaire qui se forme pour que l'enfant naisse, et si la mère est avec l'enfant, le tube il dit tout le temps oui tu peux, oui tu peux, oui tu peux. Donc ils vivent ça vraiment ensemble. C'est une très bonne trace. Toutes les naissances ne sont pas traumatiques, non, heureusement. Heureusement. Sinon il n'y aurait plus d'espèces humaines. C'est pas forcément un événement que chaque individu ou chaque parent a à prendre en charge soit pour soi ou pour l'autre. Si, d'une certaine façon. Non, non, toute naissance n'est pas traumatique, mais toute naissance est très importante. C'est pour ça qu'il faut absolument célébrer l'anniversaire à 9 mois. Le premier anniversaire, c'est pas 12 mois, ils s'en foutent du calendrier grégorien. C'est 9 mois. Il y a 9 mois qu'il s'est passé quelque chose de très important, et à partir d'aujourd'hui, chaque jour qui passe, c'est plus de temps dehors que dedans. Ça se célèbre, ça. C'est important de revenir là-dessus, parce que pour la mère, il y a toujours une petite amnésie après l'accouchement, et donc c'est à 9 mois que beaucoup de choses peuvent se dire. C'est important de célébrer ça, par exemple. Mais non, tout n'est pas traumatique. Puis les humains, c'est assez élastique. Hein. Tout dépend de ce qu'on appelle s'en sortir très bien. C'est ça. Alors, effectivement, il y a des gens qui s'en sortent. Mais dans quel état? Et qu'est-ce qu'ils vont transmettre à leurs enfants? C'est ça le problème des humains, c'est que pour comprendre ce qui se passe, il faut voir dans la génération d'après. Il faut trop, comme disait certains psychanalystes, dont François Dolto, il faut 3 générations pour faire un schizophrène. C'est ce qu'ont vécu les parents qui vont transmettre à leurs parents, et donc à travers eux, les petits-enfants seront affectés. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de ça, oui.
ça qu'on est là. Oui. Merci au yoga et merci. Voilà, merci Maëch. Non, parce que par exemple, lui, bon, il en a vécu des choses traumatiques. Il était là. Donc il a fait son boulot. Il a résolu son équation de transmission. C'est-à-dire qu'il a fait le point de qu'est-ce qu'il a reçu, qu'est-ce qu'il n'a pas reçu, comment il l'a transmis et comment il restitue à son espèce. Après, comme chez tout le monde, il y a des zones de fragilité, etc. Mais il a fait le boulot. Il a transmis. Et c'est ce qu'on continue ici à faire ensemble. Donc, à travers tout ça, c'est les gens de cet ashram-là qui sont là avec nous aujourd'hui. C'est le pasteur, chez qui il allait, chez la professeure aussi, le professeur d'anglais, etc. C'est tous ces gens qui lui ont servi d'étayage, qui à travers nous sont au travail aujourd'hui. C'est ça qui est formidable chez les humains. Mais si c'est du délétère, ben, c'est au travail aussi. Bon, c'est que mon